Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant un artiste visuel, multimédia, coloriste, scénographiste et aussi auteur de grands coups de gueule importants sur le réseau. Richard Saint-Silly va nous présenter son ouvrage qui vient de sortir et on sera content de le recevoir puisque c'est un monde que nous connaissons depuis combien de temps? Plus de 20 ans. Là, on commence à faire des petits visuels. Enfin, on va en parler. Oui, d'accord. Johanna Aglas, assistante de communication, viendra parler tout à l'heure du 80e anniversaire du journal L'Étincelle. Et puis, on va terminer avec Frédéric Régent, historien guadeloupéen, qui, hier soir, donnait une conférence à Sainte-Anne. Et avant-hier, c'était au Fort. Et Frédéric est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'histoire de la Guadeloupe. On va le choquer un petit peu. Et pour l'information, c'est Iman News. Au fait, ça s'est passé hier soir avec Frédéric? Très bien, très intéressant. Ouais, une conférence, on va en parler avec lui, j'imagine. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler des pharmacies qui tirent leur rideau. Alors, aujourd'hui est une journée sans pharmacie ouverte. On reviendra sur ce sujet. On parlera aussi de prévention de la délinquance juvénile sur Pointe-à-Pitre. Il sera aussi question de l'inauguration Ma Grand Maison à Sainte-Anne et du stade de Gourbert, donc In-City. Voilà, donc ça c'est les articles, les titres pour l'actualité du jour. Voilà, pas que c'est que Maurice Cessé, d'accord, oui, oui. Ok, très bien. Voilà. Bien, je l'ai dit, on va recevoir Richard Victor Saint-Silly. Alors, Cayol, alors moi je suis un petit peu étonné, Richard, parce que je m'attendais à une biographie, mais finalement c'est une fausse vraie biographie. Alors, explication. Je ne sais pas ce que tu définis par fausse vraie biographie et comment tu définis une biographie. Avec un ouvrage que tu écris toi-même. C'est ça. Alors. Ah, je comprends mieux maintenant ta question. Oui. Donc, justement, j'allais corriger parce que ce n'est ni une fausse vraie biographie, ni une biographie. C'est une monographie. Absolument. Donc, dans le cadre de ce type d'ouvrage, oui, il s'agit d'un auteur qui parle d'un artiste. D'un artiste donc, connu. voilà. Oui. Donc, en l'occurrence, ici, l'auteur, c'est José Manuel Noceda, qui est cubain, qui est curateur critique d'art cubain, qui a dirigé le musée Wilfrido Lam à Cuba, qui est un musée très connu, puisque Wilfrido Lam, c'est le Picasso de la Caraïbe. Tout à fait. Et il m'a fait l'honneur, effectivement, de tracer mon parcours de création. On s'est rencontrés en 2010 à la Triennale internationale d'art contemporain de la Caraïbe qui s'est déroulée à la République dominicaine, où j'ai été lauréat d'un prix d'art. Et par la suite, en 2019, à la Biennale de La Havane. Voilà. Visiblement, je ne suis pas sûr, enfin je dis ça, mais il connaît très très bien ton travail, puisque quand on lit ce qu'il a écrit, pratiquement c'est pas à pas qu'il est entré dans l'œuvre de Richard Saint-Silly. Alors, c'est pas un jeune, hein, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Non, non, c'est pas un jeune premier. José Manuel Noceda est très connu dans le monde de l'art. Ouais. Il a participé à de nombreuses biennales internationales, que ce soit en Espagne, que ce soit dans la Caraïbe et au Brésil. Donc, c'est un curateur cubain qui est très connu dans le milieu de l'art, qui a côtoyé beaucoup je dirais, de spécialistes du monde de l'art. Donc, c'est pas un débutant. Donc, en plus, comme je te le dis, il a été le biographe en tant que directeur de Wilfrido Lam. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment il connaît nos artistes de réputation, et pour avoir rencontré certains, il a eu l'occasion de rencontrer Michel Rouvelas, de travailler sur Cancelier, Léogane. Non, il ne s'est pas déplacé ici, mais dans les expositions croisées qui se sont faites dans la Caraïbe, il a eu l'occasion de rencontrer ou d'écrire, de se pencher sur le travail de ces artistes. Alors, Richard, il y a une autre explication que je voudrais avoir. Alors, ça s'appelle Richard Victor Saint-Silly Cayol et le côté plus sombre de la colonisation. Mais oui, d'une manière générale, lorsqu'on parle de la colonisation, nous avons un aéropage de gens, que ce soit des politiques, que ce soit des intellectuels, je veux dire artistes ou dans d'autres secteurs, qui ont tendance à défendre le côté positif de la colonisation. C'est comme si... Il y a un côté positif. Ben justement, j'allais illustrer mon propos. C'est comme si une femme qui a été violée a fait un enfant et que cet enfant-là est devenu experte dans un domaine et que les gens applaudissaient en disant « mais voilà le côté positif du viol ». C'est-à-dire on occulte totalement le fait que la femme ait souffert, ait été, je dirais, outragée, et on se penche finalement sur le résultat positif, entre guillemets, de la réussite de l'enfant. Mais en aucun cas,
quel que soit ce que devient quelqu'un, je veux dire, le viol ne peut être considéré comme ayant des côtés positifs. Eh bien, la colonisation, c'est la même chose. D'accord. C'est le côté le plus sombre. Alors, moi, j'avoue, quand même, j'ai eu l'occasion de voir dans mon existence beaucoup d'expositions de Richard Saint-Sylvie, mais j'ai découvert quelque chose, par exemple, ça, Soukounian protégeant, vous voyez. Alors, ce tableau-là, on peut le considérer comme étant le premier. Ah, c'est le premier. Voilà, c'est le premier. Pourquoi? Parce que je l'ai réalisé pour une exposition, pour ma première exposition. J'étais encore lycéen. Ouais. Quand, tu étais encore lycéen? Voilà, j'étais lycéen quand j'ai fait ce tableau-là. Ben forcément, puisque c'était 79. 1979, 78, création du drapeau de l'UPLG. Ouais. Je suis moi-même déjà militant. Ouais. Je participe à la réalisation de caricatures dans le magazine Jakarta, que tu connais, puisque son concurrent c'était Antilla et Magua, que tu connais. Donc, j'étais déjà baigné dans cette ambiance révolutionnaire et avec des militants qui sont aujourd'hui encore au combat pour certains, parce que le monde qui comprend que tout ça j'ai parti, mais c'est mon là toujours et tini ka goumé toujours dans d'autres domaines mais là. Alors deuxième avant fait servir parce que moi vraiment t'es tourné devant. Alors deuxième tableau qu'on dit bon tu connais le Christ vélo tout ça, c'est Gabaloisis. Alors là, il est vraiment particulier, c'est dommage qu'elle nous prenne ça à l'image, mais c'est une tour avec des cases. Oui. Expliquez-nous ça. Eh bien, il faut savoir que le décasement qui a eu lieu, ça a inspiré un lot, un tableau là, ça. Il y a un lot artiste qui trappait prix, d'ailleurs, certains trappaient prix à partir de tableau là, ça, puisque ça a inspiré, mais c'est normal, c'est ça, là où on fait un butin. Ou quoi c'est du modèle aussi. Bon, tableau là, ça a été fait parce que à l'époque, quand t'es intéressé, moi, on l'eau à problématique à décasement et réaménagement, résorption de l'habitat, insalubre et tous ces bitins là, ça a déjà commencé dans les années 80 en Guadeloupe. Et même avant. Et ça qui m'a marqué, moi, c'est des vrais qui gens, moun qui étaient vivant en case à un quartier à l'Oricis, chailler toute mode de vie à eux, toute façon de faire à eux, Adam et construction. Là. Donc, on vive ces des gratte-ciel là, ça, comme étant finalement des cases empilées. Et c'est comme ça l'idée de la vie de moi de faire tableau là, ça. Alors, l'autre bonne surprise là aussi que je découvre, c'est tout le travail qui a été fait sur l'anthropométrie. Alors, il y a un véritable travail sur le corps. Le corps humain, parce qu'en général, bon, les artistes guadeloupéens, ils ne travaillent pas beaucoup sur cet aspect du corps humain. Et là, il y a un vrai travail. Alors, comment est venue l'inspiration? Quel était le cheminement pour arriver à ça? Alors, en 2000, c'était 2001, exposition là, ça, mais j'avais préparé depuis 1987-88 les œuvres qui sont dans cette exposition que j'avais fait à l'époque avec Rovelas et Mundaray. Notamment Mundaray, qui est un ami que j'ai rencontré en 1988 au Venezuela et qui est venu exposer en Guadeloupe par la suite. C'est un artiste peintre vénézuélien. Il avait une actualité récemment à la Fondation Clément, je crois qu'elle est encore visible. Eh bien, cette série-là met en avant le corps, mais précisément le corps féminin. À cette époque, je voulais faire un travail, parce que c'était d'actualité, et ça l'est encore, sur la violence. Tout à fait. Toutes les violences vécues par la femme. Et dans ces images-là, je montre ces violences-là. Mais en même temps, j'aime bien faire de la métaphore, j'aime bien faire du décalé dans ce que je propose. À travers la femme, c'est du problème de la Guadeloupe que je pose. Oui. Le problème de la violence du pays lui-même, de sa condition. Et quand je montre des corps dénudés dans des espaces, je veux dire, qui ressemblent à des parkings, des lieux obscurs. L'ensemble des toiles étaient construites dans des couleurs assez sombres. C'était une manière de montrer ce côté sombre de la condition de la Guadeloupe, de cette condition de colonie. En fait, ça dépassait le cadre de la femme, du corps de la femme. Tout à fait. Le corps de la femme n'était qu'un prétexte pour montrer la fragilité de notre pays, de ce système, la fragilité de ce qui semble être stable, mais qui ne l'est pas du tout. Raoul Servat disait tout le temps que les conditions du macoutisme sont réunies en Guadeloupe, parce qu'il y a une violence latente qui est là, de par justement la situation du pays.
Alors, autre chose, alors justement l'auteur cubain qui a fait son nom, Manuel Noceda Verzandez, le signale dans l'ouvrage, que Richard Saint-Cyr intervient sur des tableaux d'auteurs non contemporains, mais conteurs occidentaux. Et on vient de voir tout à l'heure Napoléon avec des cornes. Nous sommes en période de commémoration. Cette œuvre dont tu fais référence a été présentée à Florence, à la Biennale de Florence, et d'ailleurs a été primée. Et elle faisait écho à ce que j'avais vu au Memorial Act et qui m'avait scandalisé, c'est-à-dire qu'on a un Napoléon qui est à l'intérieur de cette institution, de ce lieu, qui est un lieu qui est censé être un lieu de réparation aussi. Et ce Napoléon, ce tableau est présenté en grandeur, presque en grandeur nature, avec aucun commentaire. Aucun commentaire. On ne peut pas être dans un lieu qui est censé, de mémoire, qui est censé dénoncer certaines pratiques, et on a le bourreau qui est là. On ne précise pas que c'est le bourreau. Imaginez le nombre d'élèves, le nombre de visiteurs qui voient ce tableau-là comme une sorte d'apologie de ce personnage. Eh bien, j'ai fait ce tableau-là de façon subversive, justement pour dénoncer cette présence sans explication. Alors, ce n'est pas le seul tableau occidental sur lequel tu sois intervenu, il y a d'autres encore. Avant, quand même, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, ce tableau-là a été censuré parce qu'il y a une exposition, où tous les artistes guadeloupéens ont participé et j'ai été le seul à refuser. Justement, j'avais souhaité exposer ce tableau-là pour qu'il fasse écho à cette, je dirais, absurdité dans le lieu, et on m'a refusé d'exposer ce tableau-là. On a voulu m'imposer autre chose, donc j'ai dit non. On n'impose pas à un artiste ce qu'il doit exposer, c'est lui qui sait ce qu'il a à dire. Alors, il y a l'héritier rebelle aussi. Oui, alors cette série-là, c'est la série Musing Géopardy de la série 2, qui vient à la suite du Napoléon, où je me mets quelque part à la place de certains personnages dans des œuvres classiques, tout simplement pour dénoncer le fait que le noir n'a jamais eu la place. Il est invisible. Voilà. Ou bien il est invisible, ou lorsqu'il est visible, il est soit il est dégradé dans sa condition, il est serviteur, il est, je veux dire, il n'est jamais valorisé, alors qu'on a dans l'histoire de France et l'histoire mondiale des Noirs qui se sont illustrés de manière je veux dire valorisante, mais ils ne sont pas valorisés. Donc c'était une manière en tant qu'héritier rebelle, entre guillemets, je me suis mis à la place, par exemple, le déjeuner sur l'herbe, où tu as j'ai choisi des tableaux qui, en plus, ont fait scandale. Le déjeuner sur l'herbe est un tableau de Monet qui a fait... c'est un impressionniste, d'ailleurs. Oui, il a fait scandale. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une femme nue dans un jardin, un pique-nique, et puis tous les hommes sont habillés en costume. Eh bien, j'ai rajouté un élément de scandale, c'est qu'à côté de cette femme nue, il y a un noir qui est habillé de manière classe et à qui on offre une fleur de lys. Voilà. D'accord. Donc, non seulement madame là, tout nue, mais réunion négoïant. Bon, alors, Richard, pour expliquer nous inviter quand même, tu es bien invisible. Artiste visuel, d'accord? Bon. Multimédia, coloriste et scénographe. Alors, artiste visuel, parce qu'on a artiste en général visuel. Ça va dépendre, parce qu'il peut faire un qui est audio. Les musiciens sont artistes. Oui, d'accord. Donc, il n'est pas visuel, il est audiovisuel, ou bien il est audio tout court. On monte dans le cinéma en acteur. On va dire peintre. Non, parce que... On pas peintre, puisque en plus, on peine de moins en moins. On peut éprouver le besoin de peine de moins en moins. Pourquoi? Parce que la peinture, par le langage approprié qui a permis de me dire des bitins, qui est en védique, qui est plus loin qui peint. Ça ne veut pas dire qu'on part à peine et on peut peindre encore un peu. Bien, on a exposé à la Fondation Clément au mois de juin des tableaux. Mais l'art visuel a ouvert un champ plus large de pratique. Parce que moun pas dit peint encore aller. Là on va parler d'un artiste, on va dire on peint. Sauf si c'est un qui peint, il peint. Pourquoi? Il va dire d'ailleurs plasticien. Parce qu'il a embrassé différents domaines. Et moi, je ne vais pas dire plasticien, parce que bon, ni monde qui a fait chirurgie plastique aussi, c'est des plasticiens, pour pas nier amalgame. Artiste visuel, ça veut dire
dans la création de tout ça qui est visuel, tout ça qui est visible. Ça peut être skillti, ça peut être peinti, ça peut être photo, ça peut être installation, tout ça, moun ka garder, tout ça, moun peut vrai. Tout ça qui est visuel. Effectivement, c'est en vrai, dans tes vraies expositions là, où on fait avec des portables, alors c'est aussi ces petits cases-là, là aussi, sont notre état pour tes frangies, là. Alors, c'est au en tourner, en fait, on tirait tout à l'heure là, donc en rectifier, à partir monnaie, c'est mané. Mané, effectivement. Alors, pour ça, on t'a fait avec tous ces portables-là, quand on voulait exprimer dans ça, à l'époque. À l'époque. Là, on fait ça. Son tableau, quand on te voyait dans l'exposition, on ne sait pas si c'est. Qui laisse, rappelez-moi, qui laisse ça parler? En tableau, ou ça, ces tableaux-là, ça. Ah oui, en fait, ça n'a pas des tableaux. Enfin, non, des tableaux. Donc, c'est important que nous parlions d'art visuel, puisque, par exemple, après un tableau, son installation. Et son installation, volume. Ça, parce qu'au pays d'installation, qui par volume, qui est en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on va mettre plein de en les murs là, son installation. Là, c'est un dialogue. Un dialogue entre 2 mannequins, qui est un travail, des mannequins qu'on va trouver en magasin, qui est un travail. En mettant en l'air des téléphones portables, en transformer en sorte de mannequin portable. Et l'autre là, en mettait, il y avait un peu canettes, il fabriquait, il tapissait de canettes de boissons, des bouteilles de soda, des tout qualité bitins. C'était sur la thématique de l'aliénation et le conditionnement de la publicité et des produits de consommation. Oui, c'est sur la consommation. En gros, sur la consommation, mais la consommation, soit à travers téléphone qui vient en bitin à l'aide, nous les figures, nous coller les téléphones en nous. Donc en fond, on monde qui construit avec le téléphone là, c'est comme si le téléphone là, c'est quoi. Il vient en téléphone. Voilà. Et le boisson soda là aussi, c'est à l'époque. D'ailleurs, l'IREL des juste font bitin si question à soda trop sucré, tout ça. Donc c'est un coup ça bande de l'eau pour moi parce que c'est pas ça qui a empêché de mettre coca encore ailleurs et d'autres bitins. Ça a déjà passé à là depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a un véritable problème quand TV posé ces problèmes à gens nous qu'à consommer sans réfléchir, sans poser nos questions à ça nous qu'à mettre encore en nous. Alors je suis obligé de revenir quand même. On n'a pas fait au début sur l'introduction faite, la préface faite par Max Chan. Oui, alors Max. Moi, on a changé western, enfin, tout le monde a changé western. Western, vraiment, moi. Mais d'ailleurs, à la présentation de l'ouvrage chez Samuel Damo à Pointe-à-Pitre, ça s'est fait jeudi 23 dernier. Et je profite pour remercier encore toutes les personnes qui étaient présentes parce que c'était vraiment un moment émouvant. J'avoue que j'étais ému. Ça se voyait. Voilà. Et je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont soutenu, parce qu'il faut le dire, n'a pas fait publicité, qu'elle a dit que les collectivités ont joué le jeu, que ce soit région, département, la DAC ont quand même soutenu cette opération, et puis des gens comme Grain d'Or, comme TNN, Morvan, des gens comme Laurent Bride de CCET, enfin, toutes ces personnes, puisqu'il faut le dire, je pense que pour que les artistes puissent effectivement avoir un travail de qualité et avoir des prestations de qualité, il faut que je dirais aussi bien les privés que les institutions jouent leur rôle à ce niveau-là et les accompagnent. Et c'est une manière de réinvestir dans le pays parce que quand tu as une entreprise et que ton entreprise, je veux dire, se développe, c'est grâce à la population. C'est grâce à la population. Excusez-moi, un manqué de bitin là. Tout le monde a fait ça à Ayot. On l'a monde qui a critiqué, mais on va bourrer qu'à dire pour faire coup ça carrière. Il n'est pas gratuit ça qu'il a fait là, mais la Fondation Clément, jusqu'à aujourd'hui où je parle, et j'assume ce que je dis, c'est le seul lieu où, je dirais, les monstrations d'art sont respectées de façon professionnelle. J'ai déjà participé à 5 événements à la Fondation Clément, ça a toujours au top, et ça a toujours respectueux. C'est un bitin à pas dépenser. On centime, tout bitin pris en charge. Donc, en cas de ça, pourquoi? Parce que nous pas ni bon exemple qu'on en Guadeloupe. C'est-à-dire ils font livre aussi. Oui, il a fait catalogue, il a fait bitin. Pas ni bon lieu ici qui a fait ça, il y a fait pour les arts visuels qu'on lit qu'a fait. Alors, en d'accord, faut ni critique, mais faut critique la fondée. Alors, on nous commence par nettoyer devant case en nous, on nous commence par prendre responsabilité en nous, à case en nous-mêmes,
avant de nous critiquer. Parce que moi, personnellement, si plan là, ça, les gens qui j'ai respecté, moi, plus dans le domaine de l'art, c'est la Fondation Clément. On n'a rien à dire à niveau là, ça. Alors, moi, j'ai envie de quand même poser aux questions là, puisque après pratiquement 40 ans déjà, ou dans l'art, pratiquement 37 ans. Depuis en fait. Depuis 8 ans, d'après moi, d'après ça, on comprend. Non, vous savez, on commencé à intéresser moi, sérieusement et professionnellement à l'art à partir de 1980. Ouais. Avant ça, c'est musique qui t'a intéressé moi. Ouais. C'était musique. Ça, vous devez jouer une guitare. Alors, qui regarde ainsi le milieu artistique visuel globalement, pas musical, hein, parce que musical, nous voyons l'autre jour, vous faites des musiciens de haut niveau venant dans vos présentations à livre là, mais parler de Sony Troupé, Laviso, Phipps, et Kiwan. Et Kiwan, c'était là haut niveau. Qui regarde sur le milieu artistique peintural, en créole? Là. Depuis quelque temps, volontairement, pas ni bon regard. Ouais. Non, sincèrement, il n'y a pas ironique là, on dit ça, pas ni bon regard, parce qu'en déçu. Ouais. En déçu de l'absence d'engagement. À part une poignée d'artistes, qui d'ailleurs pas tellement agités en Guadeloupe, par déception, à cause de l'absence de prise en charge véritablement de ça qui n'y a fait un pays là, pas ni rien. Ou ni des artistes qui à l'international, pas même vinicident, et des moments, ils pas même mentionné qu'il y a de la Guadeloupe. Ouais. C'est dommage, parce que la Guadeloupe a fait nous honte. En pays développé, mais gars, ça y a fait tout Memorial Act. La Guadeloupe a fait nous honte à niveau là, ça. Et ni certains médias qui pas joué le jeu, ou qui ont joué en viégé aussi à niveau là, ça. Parce que, vrai, à Samuel, à part les médias, et merci d'être venu, puisque vous êtes là, à part les médias presse écrite, pas tenir pour le monde. Absolument. Donc, qui j'en le relais qui est fait. Ouais. Par contre, même petit bala popote, même petit magie qu'a fait un pays là, ils sont tous là. Ils sont tous là. Donc, on est dans le folklorique, on est dans, je veux dire, le populisme, d'accord? Et on n'est pas dans la construction véritablement. Moi, ça qui intéresse moi, c'est le regard international. Et c'est le regard international qui permet que je jette un yeux sur la Guadeloupe. Parce qu'ici, dans pas ni monde qui n'a un regard suffisamment professionnel pour comprendre pour valoriser. C'est pour ça n'importe qui magie qui a fait un pays là ça, n'importe qui monde qui a trouvé yo curateur, qui a trouvé yo commissaire à exposition, ni un grand mode qu'on est là comme ni un lot artiste en Guadeloupe, de plus en plus d'artistes puisque c'est qu'on ça fait songer là ouais, premier mouna, t'es un film qui était sorti encore bien un film là. Et t'es Chicken Claude. T'es un bouillon de Chicken Claude, là, regardez, où vont on bita pour le griller. Moun voit ça qui marche. Moun vont paquet moun qui fait pour les griller. Voilà. Pour les là viennent les gens qu'on s'en Guadeloupe. Et sans qu'à déplorer, c'est que justement, il n'y a pas qu'à coûter moun qui n'y expérience, il n'y a pas qu'à associer yo à dans des bitins pour yo porter expérience à yo, expertise à yo pour nous faire ça qu'il n'y a fait. En Guadeloupe, en font bilan. En 2009, pendant les événements, en font un article sur la politique culturelle et précisément sur les questions des arts visuels. On a fait des propositions. En 2019, on ressorti article là ça, mise à jour. Il y en a Academia Edu. C'est un site universitaire qui a sorti un qui bien sérieux. Monde qui a réfléchi sur des problématiques, différents sujets philosophiques, artistiques, culturels, tout ça en littérature. On l'a monde qui a téléchargé, puisqu'on a recevoir une alerte, c'est monde qui a lu. Et on n'y a pas moun. Parce que monsieur un tel, madame un tel, on y a des qualités à a téléchargé pour y prendre Adam. Mais on n'a pas un vrai résultat là, Adam ça y a passé en pays là. C'est-à-dire que nous pas qu'à mettre en place si base à diagnostic qui j'ai fait et si base à les propositions, ça qu'il faut. Jean, avant de partir, il faut dire quand même deux petits mots parce que il y a un travail qui fait assis le tiers, son peintre qui célèbre quand il est là. Peut-être pas, peut-être en français aussi qui a été hier. Et il y a un film qui est sorti, Le Serment des ancêtres. Alors, c'est Claude Grib que nous connaissons ici, d'origine guadeloupéenne, c'est un philosophe, enfin bref, c'est un bouc qui est très connu. Et il y a quand même un butin qui est choquant, c'est qu'on travaille à Siletière. Ça fait 20 ans qu'on travaille à Siletière. Ouais. Et on a découvert le tiers en 1995, là où
Geneviève Capi et Florent Laballe présentaient effectivement le travail là qu'ils ont fait là, ça passait la télé. Et là, on découvert ça, on dit, mais sinon, peintre le tiers qui passait au Beaux-Arts. À un moment donné, il y a un bus qui envoie au Beaux-Arts. Mais en partie savent, puisque le bus là, il fait en plâtre, en marbre. En partie savent, c'est un nègre. En partie savent, c'est un Guadeloupéen. Là, on vient savent ça, on commence à intéresser moi à ça. Et depuis ça, on promet moi qu'il faut moins faire en sorte que tout Guadeloupéen connaisse qui monde qui gagne le tir. Sur les réseaux sociaux, tout partout, on mène au travail. Et très récemment, en 2018, la région d'ailleurs, chargé moins de faire un travail avec une équipe qui était au niveau du CCEE et on écrit Histoire à le tiers, on dit dans le livre là ça. Et on analyse à tableau, effectivement, tableau là, qui c'est sujet là que Claude Ribla a valorisé, a traité. Mais ça, on veut dire, c'est qu'avant moi, Geneviève Capi et Florent Laballe fait travail là. Florent Laballe sont Saint-Annais, un Guadeloupéen, qui était qu'à travailler en musée du Louvre et qui découvrait travailler en musée. Et il contrait Geneviève Capi, enfin, toute histoire là, mais ça, c'est un bit extraordinaire. Après moi, Geneviève Capi, Florent Laballe, qui n'y ont certains là, j'en parle même ça s'ils vivent toujours, on m'a demandé à Saint-Anne, il ne peut pas répondre moi si il Saint-Anne, si il parti, où là il est. Dernière fois envoyé, c'est en 2009 pour l'inauguration à sculpture là, qui a fait là, en rond-point là. Ça, qu'on trouve surprenant, c'est que comment la région finançait ça, en apprenant que c'est 20 000 € la région baille pour filmer là ça, comment on filme comme ça, qu'a sorti, qu'il y a venu présenter au Mémorial Acte, pas qu'à parler ni des Gérald Alexis, qui sont haïtiens, puisque œuvre là, ça sont œuvre le tiers fait pour Haïti. Il n'y a pas qu'à parler de Gérald Alexis, c'est le premier monde qui écrit si œuvre là, ça. Le serment des ancêtres, c'est non haï. Et son excellent analyse qu'il a fait, puisque ça servit moi pour moi faire un travail pour la canopée, pour l'académie, effectivement, qui est en ligne, que enseignants et étudiants peuvent vérifier. Claude Ribla a parlé de ça. Il vient en Guadeloupe pour interviewer mon assis le tiers. Il passait au musée Chenzo, il rencontrait un monde qui était là. Et en cas profité, moi, il dit que œuvre la philoctète, qui a fait couverture à livre là, ça, en contribué pour payer livre là, ça. C'est-à-dire, à l'époque, le musée Saint-Jean-de-Perse lançait un appel pour moun contribuer, pour acheter œuvre là, ça, et en contribuer. Et œuvre là, ça en Guadeloupe. Et il traversait Saint-François pour interviewer Fillot, qui est le musée des Beaux-Arts et qui ont œuvre à le tiers à Saint-François. Il arrêté à Sainte-Anne, il filmait la rue Letière et il filmait panneau signalétique à French. Il y a quoi ça en film là, pas bien comme Guadeloupe on peut vérifier ça hein? À French, c'est-à-dire il bat œuvre là d'eau, il pas filmé œuvre là, mais il a filmé panneau là qui a dit nous à French bois jolant. Il y a une volonté manifeste de pas parler de la Guadeloupe dans habitant à ça. Ou pas parler de la Guadeloupe, ou pas parler des d'origine guadeloupéenne en plus. Et moun qui j'ai travaillé plus si la tière, tout Guadeloupéen témoin, c'est moins ou pas parler de ça. Et en cas profiter moi dit le Clark Institute aux États-Unis invitez-moi en septembre pour faire une conférence sur le tiers. RIP papa au courant ça, région au courant. Ouais. Donc pas de ça là. En tout cas Richard merci. Le livre là j'en vente tout côté. Tout à fait, il est en vente, il est en ligne et moun peut contacter moi aussi puisque c'est publicité là c'est ça donc je peux acheter en direct, je peux acheter en librairie tout partout. Merci Devignon, merci en tout cas pour ça. Merci pour le travail là qu'on a fait là aussi en radio ça en direct depuis en ration générale on a fait des couvertures à 10. Il y avait Deps. On a montré rapidement des 3 livres. Ouais, tous ces livres-là, ça, en passant si bien placé, si vous voyez. Tous ces livres-là, ça, c'est des livres qui laissent en écrit, ou bien écrit si moins, c'est des œuvres, si travaillent en moins, puisqu'on a fait partie d'un groupe de recherche, le CEREAP, en art plastique. Hein? Donc, des gens qui ont réfléchi, qui ont écrit articles. Dernier mot, Richard, prochain expo. Alors, on ne peut pas parler des prochains expos. Pour le moment, il y a des projets qui sont en cours, des bitins qui sont faits. Donc, le moment venu, qui dit ça. Mais nous, petits bitins qui viennent là, après ça, dans d'autres domaines, mais on sait ça, tout ça, c'est la culture, c'est qu'on paie lapin. On a fait qu'on paie lapin en 2005. Et bien là, si Mouna qu'on paie lapin qui est sorti, donc bébé qu'on paie lapin, que Guadeloupe qui est découvert bientôt. Mais on peut dire ça. Merci en tout cas d'être venu. Merci pour le travail qu'on fait. 12h58, première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Johanna Anglas et Frédéric Réjean, historien guadeloupéen qui sera avec nous tout à l'heure. Merci pour l'invitation.
sommes de retour avec vous, il est déjà 13h04. Notre deuxième invité est déjà là, Johanna Aglas, bonjour. Merci d'être avec nous. On va vous interroger dans un instant sur un événement qui se prépare depuis quelques semaines. C'est le 80e anniversaire. Mais pour l'instant, on revient à l'actualité parce qu'il m'a encore rien dit depuis ce matin. Oh, je dis bonjour déjà, donc c'est pas mal. Bonjour, c'est tout. Oui, on va parler maintenant de l'actualité. Aujourd'hui, donc ce jeudi 30 mai, une grande majorité des pharmacies sont en grève fermée. Elles réclament entre autres une hausse des tarifications, une rémunération plus juste, le maintien des officines et la régulation de la vente en ligne. On va voir un reportage qui parle justement de cette fermeture du jour. Nous tirons le rideau parce que comme c'est le patient, nous avons des problèmes de rupture de médicaments depuis de nombreux mois, je dirais même des années. De 300, on passe maintenant, on parle de 1000, on parle de 5000, ça fait un peu beaucoup. Alors là, je vous énumère donc, les ruptures de médicaments. Nous avons l'accès aux soins, les problèmes de pharmacie de proximité, la revalorisation de nos honoraires, et également la vente des médicaments qui peuvent se faire en ligne. Ça s'appelle la dérégulation de la profession. En 2021, nous avons été là pour la vaccination, pour les tests, nous avons dû augmenter notre masse salariale. Donc aujourd'hui, avec les difficultés qui arrivent, l'inflation qui fait que les charges augmentent, nous n'allons pas dire aux salariés, nous sommes désolés, ils ont pris des engagements. Donc pour pouvoir nous soutenir, nous demandons une revalorisation des rémunérations. Nous demandons surtout un accès facile pour les médicaments à toute personne, que toute personne a le droit d'aller en pharmacie et de trouver le médicament. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ruptures de médicaments qui n'a pas un jour, même le Doliprane depuis 2021, nous avons des ruptures de paracétamol, ruptures d'antibiotiques qui amènent le pharmacien à multiplier son travail en appelant le médecin, en appelant les grossistes qui nous fournissent les médicaments, en appelant d'autres confrères. Donc ça multiplie la tâche pour le pharmacien et des fois, pour tout ça, pour éviter que le patient n'arrête pas ses médicaments, n'arrête pas son traitement, et ça c'est très très important. Et pourquoi ces ruptures de médicaments? Parce que tout simplement, le gouvernement, les prix des médicaments sont peu chers en métropole. Les laboratoires, ils servent les plus offrants. Et la France n'est pas les plus offrants. Donc nous demandons au gouvernement de se remettre à la tâche et de prendre la mesure de ces problèmes. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a quand même des pharmacies qui sont réquisitionnées, elles sont au nombre de 6 et la liste est accessible sur le 3237.fr. Donc n'hésitez pas si vous avez quand même besoin de médicaments. On va parler maintenant du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc ce conseil s'est réuni donc, ce mercredi sur la ville de Pointe-à-Pitre, une rencontre qui permet de poser les jalons justement de fonctionnement de cette structure. On va voir un reportage qui parle de cette délinquance juvénile et comment lutter contre. Ce groupe de travail thématique consacré à la prévention de la délinquance permet de réunir les acteurs de terrain qui au quotidien travaillent à Pointe-à-Pitre et l'objet de cette réunion spécifique, c'est la prévention de la délinquance juvénile. Donc l'idée de ces ateliers maintenant, c'est d'une discussion entre tous les acteurs, ces échanges que vous entendez, qui doit déboucher sur un plan d'action qui sera mis immédiatement en œuvre, avec des actions qui pour certaines existent sans doute déjà, mais qu'il faut peut-être réorienter, et d'autres actions qui seront propres à chaque secteur de Pointe-à-Pitre qui a été défini, puisque la ville a été découpée en plusieurs secteurs, et on se rend compte que chacun de ces secteurs a des spécificités particulières, et également des spécificités en termes de délinquance. Les différents groupes tournent, et les membres énumèrent ce qui leur apparaît être, par catégorie d'âge, les problématiques qui se posent, les suggestions d'action possibles. Nous avons un atelier qui est consacré à l'évaluation des politiques qu'on va mettre en œuvre, sur quels paramètres on va s'appuyer pour savoir est-ce que ça marche, est-ce qu'on doit s'amender, est-ce qu'on peut continuer comme ça. On voit aussi par catégorie d'âge, par exemple pour les enfants de 0 à 12 ans,
on s'aperçoit que c'est des problèmes de parentalité, que si un enfant manifeste déjà des problèmes comportementaux, c'est parce que peut-être il y a des problèmes de violence intrafamiliale ou de difficultés sociales de la famille. Donc, aujourd'hui, on va au fond des choses de façon détaillée et perspicace, pertinente, pour que nous puissions trouver des vrais remèdes et non pas se limiter à l'incantation, yaka, faucon. Voilà, on est en phase d'action. Il est important de travailler avant, justement, sur comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on évite le décrochage scolaire, comment est-ce qu'on arrive à trouver d'autres vecteurs, que ce soit par l'art, par le sport, en tout cas d'autres engagements que celui dans la violence. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on a fait déjà un premier atelier pour essayer de recenser les difficultés à tous les âges, les difficultés, alors que ce soit donc des carences éducatives, mais pas seulement, et voilà, il y a plein d'autres choses, et donc on a tout listé. En essayant de trouver des propositions de prise en charge adaptées en fonction de l'âge. Ensuite, on travaille par quartier aussi, c'est-à-dire quelles sont les vraies problématiques de délinquance par quartier et donc comment est-ce qu'on y répond. Les personnes qui visitent l'atelier doivent identifier le type de délinquance que l'on a en fonction de l'âge. Donc ça peut être de 0 à 12 ans, ça peut être de 13 à 17 ans et nous allons jusqu'à 30 ans. Donc, les personnes nous donnent sur l'atelier le type de délit que l'on rencontre dans cette tranche d'âge. Et bien entendu, on tente d'apporter des solutions. Voilà, il est exactement 13h10. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Johanna Agnes. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là parce qu'il y a un événement qui se prépare depuis quelque temps. C'est le 80e anniversaire du journal L'Étincelle. Alors, pourquoi ce 80e anniversaire? 80e, puisque le premier numéro du journal L'Étincelle a été publié le 7 juin 1944. Ah, donc, ouais. Cette année, 2024, moi non plus. Ouais. Cette année fait que le journal existe depuis 80 ans. Donc, il a été rebaptisé quand même Nouvelles Étincelles en 1997, mais il reste le même journal. Du coup, il fallait quand même marquer le fait que ce journal existe toujours, qu'il soit une mémoire médiatique écrite, puisque tous les faits, toutes les luttes du peuple guadeloupéen qui se sont déroulées depuis 1944, y sont relatés. Donc, c'est un journal important pour la Guadeloupe et 80 ans, ça se fête. D'accord. Alors, ça va se fêter. Alors, mais comment va s'organiser cet événement? Alors, on a décidé de publier un numéro spécial, tout d'abord, donc le collector, où on a sélectionné des articles et des photos. C'est vous qui avez participé au collector? J'ai participé également au collector. Oui. Donc des articles et des photos qui ont été publiés depuis 1944 à nos jours. Donc ce sera un numéro vraiment très spécial. Il n'y aura que ça comme événement? Non, bien sûr que non. Après, l'anniversaire, il dure toute l'année. Donc, c'est toute l'année carrément? Oui, bien sûr. 80 ans, ça se fête. Donc, on a commencé quand même avec un hommage à... Comment s'appelle-t-elle? Gertie Archimède, voilà, l'avocate, la première femme avocate noire guadeloupéenne et communiste qui a fondé l'Union des femmes de Guadeloupe. Oui. Du coup, c'était dans sa ville natale le 24 avril dernier. D'accord. Il y a aussi eu un hommage aux communistes disparus au cimetière de Pointe-à-Pitre le 30 avril, qui marque également le 80e anniversaire de l'Appel au peuple, qui est le texte fondateur du mouvement communiste. Alors, cela dit, pas que des mortalités quand même. Non, bien entendu. Ah bon? Ouf, j'ai eu chaud. Oui. Non, justement, on est là pour montrer que le journal existe toujours. Donc, c'est pour se reconnecter avec tous les lecteurs qui le connaissent déjà et ceux qui ne le connaissent pas, donc pour le découvrir. Et c'est pour ça que le 7 juin, ce sera l'ouverture officielle au Centre culturel Rémi Nassouta. Donc, avec une exposition qui mettra en lumière les unes du journal depuis 1944. Alors, combien il y a? 20 ou 25? Alors, 25. Ah, il y a 25. Oui. 25 unes. Oui. Voilà. Oui. Donc, les couvertures qui ont marqué quand même les différentes étapes du journal en Guadeloupe, bien entendu. Il y aura également des projections de documentaires qui vont relater l'histoire du journal. Et une conférence sur l'un des fondateurs, Sabin Ducados, qui sera animée par Christian Salinière.
Alors, mais quand même, Johanna, vous êtes assistante de rédaction du journal. Comment ça se passe d'une manière générale? Alors, je participe un petit peu à tout ce qui concerne le journal. Donc, notamment, le but, c'est de le moderniser en associant le journal à l'ère numérique pour que ceux qui ne le connaissent pas encore, donc les plus jeunes, le connaissent, et pour que ceux qui ne le connaissent, enfin le connaissent du moins, le connaissaient en tant qu'Étincelle, trouvent encore cette ligne éditoriale qu'il y avait et qu'il y a encore depuis qu'il s'appelait l'Étincelle. Donc, on a un site Internet qu'on va encore moderniser. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Non, pas encore. Justement, c'est ce que je disais, que nous sommes sur les réseaux sociaux. Ah bon? Donc, Nouvelles Étincelles, vous n'hésitez pas à vous abonner. Oui. Donc, voilà, le journal, il existe, il se modernise, il vit avec son temps et il perdure. D'accord. Et c'est un journal que les lecteurs, j'imagine, attendent avec impatience. Attendent avec impatience, et notamment la fête de l'Étincelle qu'on va célébrer les 28 et 29 et 30 juin à Sainte-Anne, donc la fameuse fête de l'Étincelle, tout à fait, à Galbas-Sainte-Anne. Encore Sainte-Anne. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ce jour-là à Sainte-Anne? Alors, il y aura... de Sainte-Anne, c'est pourquoi le Cégep Petit. Quand on dit Sainte-Anne, c'est Cégep Petit. Ah ben, vous serez la bienvenue. Bien sûr. Donc, il y aura beaucoup d'animations, notamment le Grand Prix de l'Étincelle qui revient, donc les 3 jours, avec un prologue et 2 étapes. Une compétition nautique. Grand Prix cycliste, j'imagine. Oui, cycliste, oui. Le cycliste. Des activités nautiques également, compétition de natation, de paddle, de kayak. Des animations musicales le vendredi soir avec de la danse indienne, du gros cas, un peu de tout. Donc, pour que tout chacun soit content et heureux de participer à la fête de l'Étincelle. Et également, le samedi soir, un grand concert. Donc, avec plusieurs artistes. Ah, il y a un concert. Oui, nous vous attendons. Et le retour, si je puis dire, du banquet dansant de l'Étincelle le dimanche. Ah bon, tout ça, Bitin. Ah, ben oui, 80 ans. Oui, effectivement. Bon, ben je pense, tout a été dit. Alors, donc, le premier rendez-vous, c'est... C'est le 7 juin. Le 7 juin, et au ensuite... Centre culturel Rémy Souta, et 28, 29 et 30 juin à Sainte-Anne. Voilà, c'est dit. Bien. Merci pour cette étincelle. Sur la fête. Ah, oui. On va te connaître ça, là. Je suis impliqué. Hein. Également, moi. Hein. D'accord, bien. Alors, on va continuer, on va revenir à l'actu avec Imanews. Oui, on va rester à Sainte-Anne, puisque c'est The Place on va à Sainte-Anne. Oui, on va à Sainte-Anne, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Oui. Et on va parler de... le journal de Sainte-Anne. Exactement. On va parler de l'inauguration du panneau Marc Grand Maison, donc à Sainte-Anne, dans le cadre d'un projet écologique. En fait, la ville de Sainte-Anne œuvre pour des projets d'aménagement durable du territoire. Et donc, en lien avec ce projet, un panneau a été inauguré hier. On voit un reportage d'Olivier Mouradel. Donc ce projet, c'est la revalorisation de la mare Grand Maison. Donc dans ce projet, on a un travail de revalorisation, comme c'est dit, donc de retirer les plantes invasives, retirer les déchets, refaire ce lieu un milieu attractif pour les gens. Et remettre en évidence le patrimoine qu'il y a autour. Et donc, on a également le panneau d'information qu'on inaugure aujourd'hui. C'est surtout une satisfaction par rapport aux jeunes. Il faut savoir que ce sont des jeunes qui ont commencé le projet depuis il y a 2-3 ans. Et ils arrivent en fin de cycle. Donc, c'était important quand même qu'on termine par un tel résultat, c'est-à-dire par une inauguration du panneau. Donc c'est clair qu'il y a eu un vrai travail de fait et que nous en sommes très satisfaits. Eh bien pour moi, c'est comme on avait dit quand on avait marché dans la Lune, sur le sol de la Lune, c'est un grand pas pour nous, pas pour l'humanité, mais pour nous dans le secteur. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un sanctuaire. L'espace Marc Grand Maison, c'est un lieu de vie autrefois à différentes périodes, comme je vous disais. Dès la période 1928, j'ai eu des témoignages de nos ancêtres qui parlaient de la mare en tant que mère nourricière. Mère nourricière pour les plantes, pour les animaux et pour les hommes. Alors tout d'abord, on était avec Climat Kids, un projet qui était porté par Arimage Goodzil en seconde. Et donc on était en relation avec des élèves du Pays-Bas. Et le projet, c'était que les Pays-Bas aient leur projet écologique
en fonction de leur pays. Et donc nous aussi, on est un projet écologique en fonction de notre pays à nous. On continue, voilà. On continue à dérouler là-dessus. Oui, on va continuer. Donc, on quitte Sainte-Anne, on va aller à Gourbert et on va parler de l'inauguration du stade Henri Cassagne, donc de Gourbert, qui permet de mettre en lumière ce vainqueur du Tour cycliste de Guadeloupe. C'était l'occasion pour la région d'honorer à nouveau ce champion. Et Charlie Dagonia était parmi eux pour voir cette inauguration. Aujourd'hui, c'est Henri Cassagne, qui a été grand cycliste aux côtés de Claire Valentin, qui est présent aujourd'hui en tant que président des anciens cyclistes de la Guadeloupe. Les voir comment ils sont émus de découvrir ce City Stade dans le quartier de Champfleury où réside Henri Cassagne, c'est un grand plaisir. Nous l'avions dit, notre rôle, il y a 2 ans, c'était d'équiper la Guadeloupe en infrastructure sportive. Chaque mois, effectivement, c'est 2-3 inaugurations. Nous continuons à le faire. Nous irons bientôt sur la Grande Terre, car il reste une dizaine de city-stades et de futsal à inaugurer. Et nous allons attaquer les grosses infrastructures, notamment le 14 mai, la piscine olympique. Nous avons arrêté la date. Nous avons aussi les gymnases de Marie-Galante et de Morne-à-l'Eau, les stades de foot, les pistes d'athlétisme de Morne-à-l'Eau. Nous avons inauguré le Lamentin et bientôt ce sera Bouillante. Pour nous, c'est important de donner et de transmettre à la jeunesse des valeurs à travers ce sportif cycliste émérite qui est arrivé à concilier vie professionnelle, vie privée, également carrière sportive. Et je pense aujourd'hui, c'est des exemples, des modèles pour la nouvelle génération dans un monde qui demande le dépassement de soi et aussi donner aussi un équipement à la population, singulièrement de Champfleury aussi, pour s'adonner au sport, mais aussi un lieu de cohésion sociale, de lien et j'aime dire aussi de moments pour sortir devant la télé et échanger. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre population. Tout le monde est cloisonné, sédentarisé. Et c'est un exemple aussi de cet effort qui est porté dans chaque commune. L'année 2024 serait l'année des inaugurations parce qu'il s'est engagé dans un programme important pour la jeunesse qui était celui de réaliser ces 6 city-stades parce qu'effectivement, la Guadeloupe, les jeunes ont besoin, nous avons besoin de ces équipements sportifs de proximité parce qu'on sait toutes les valeurs que le sport véhicule et au moment où il y a tant de violence, il y a tant de remise en cause de ce qui fonde une société, je pense qu'il faut permettre à nos jeunes Guadeloupéens, aux jeunes de pratiquer le sport. La Guadeloupe sera contente parce qu'il a fait beaucoup et nous avons fait beaucoup de choses ensemble et je tiens encore à lui dire merci. Et pour répéter encore, pour me faire répéter, je dirais que j'ai gagné en 75 le Tour de la Martinique, je crois, grâce à lui. Alors bon, de toute façon, je suis très content d'être honoré dans mon vivant par la région et la ville de Gourbert. Je les remercie. Voilà, et bien, il est exactement 13h22. Donc, on a la dernière pause et on va se retrouver tout à l'heure avec Frédéric Régent, historien guadeloupéen, qui est de passage ici, qui a tenu une conférence hier soir. Où ça? À Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Et qui était là? Moi. Iman. Voilà, à tout de suite. Voilà, il est déjà 13h27. Nous attendons Frédéric Régent qui est prévu de venir avec nous, mais je ne sais pas s'il sera là. Mais pour l'instant, on va revenir sur une petite page d'histoire de la Guadeloupe, une page ancienne déjà. C'est l'histoire de l'ARC. C'est un haut sujet. C'est ça qu'a fait un pays Guadeloupe et un pays d'héros. Là, c'est un pays Guadeloupe. Alors, l'ARC, l'Alliance révolutionnaire aux Caraïbes, est un groupe armé actif luttant pour l'obtention de l'indépendance de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, d'où le nom Alliance révolutionnaire aux Caraïbes. En 1980, Luc Renet était membre fondateur, qui était déjà membre fondateur du GRA, le groupe guadeloupéen de libération armée, avant de créer l'ARC et le MPGI, le mouvement populaire pour la Guadeloupe indépendante. L'objectif était l'accession à l'indépendance par la lutte armée. En mai 1983 se déroule une série de 16 attentats commis aux Antilles, mais aussi en France, à Paris, sur les Champs-Élysées notamment. Le 15 et 16 septembre 1980, des bombes explosent dans les quartiers du Rézé de la Marina. C'est le début d'une suite d'explosions occasionnant d'importants dégâts en Guadeloupe. La sous-préfecture et la salle d'audience du palais de justice de Pointe-à-Pitre, les communes d'Anse-Bertrand, Petit-Bourg, la mairie de Bouillante ont également été visées.
4 militants de l'UPLG décèdent eux aussi dans l'explosion de leur bombe à Pointe-à-Pitre. De cette époque naît l'expression « Nuit bleue ». Et c'est pas fini. On continue, deuxième partie. Le 27 mai 84, Luc Renette, Henri Amédien, Henri Perratou et Humbert Marbeuf sont arrêtés et emprisonnés pour violence et attentat. Le 16 juin 84, c'était le jour de la fête des pères. Au matin, les 4 militants s'évadent de la prison de Basse-Terre, mais oui, échappés. La traque qui a suivi a été l'une des plus importantes en Guadeloupe. En 87, un communiqué annonçant la création du Conseil national de la résistance guadeloupéenne est envoyé aux médias dont le but est de bâtir la République de la Guadeloupe. Le 21 juillet 87, Luc Renette et ses camarades de lutte sont arrêtés à Saint-Vincent après une tentative infructueuse d'établir un gouvernement provisoire guadeloupéen. C'était depuis la Guyana et le refus de leur demande d'asile politique au Suriname. Le 12 juillet 89, ils sont admissibles, mais cela aussi signe la fin des actions de l'ARC. L'ARC, Alliance révolutionnaire aux Caraïbes, il y a quelques images, je crois, oui, le Renette qu'on connaît. 87, quand il est transféré à Paris, là c'est une image qui a été prise à Pointe-à-Pitre. Là c'est les Nuits bleues de Guadeloupe, c'est une voiture qui a été explosée dans la cour de la préfecture et une série d'attentats. Et surtout ce qui est intéressant, c'est cette affiche à droite, la traque, on a mis les photos de Luc Renette, de Humbert Marbeuf, etc. Ces gens-là, et avec des prix, à l'époque il n'y avait pas encore d'euros, alors pour Henri Bernard qui était professeur de philosophie, il y avait 150 000 euros, 150 000 francs. Pour Luc Renette, 150 000 aussi. Humbert Marbeuf, 100 000. Perratou, 100 000. Bref, cette affiche-là avait fait le tour de la Guadeloupe, a été collée un peu partout, parce que ces gens-là, ils étaient marrons. C'était à l'époque, ça avait recueilli des militants nègres marrons. C'était dans les années 80. C'était un petit focus sur la RC. On va terminer l'information en revenant sur une période historique encore. Alors, première chose d'abord, puisque les gens n'étaient pas là, c'était quoi cette conférence hier soir? Alors, la conférence parlait justement de l'aspect de la mer, en fait, et comment la mer pouvait être un lieu d'assujettissement et d'émancipation pour à la fois les esclaves et les libres de couleur. De voir un peu comment les personnes ont pu utiliser la mer comme moyen d'émancipation, qu'il existait des métiers en fait dans la période de l'esclavage qui étaient destinés à avoir des esclaves, enfin des personnes en situation d'esclavage qui... Oui, c'est ça, on dit plus esclaves, je sais. Personnes soumis à l'esclavage, donc qui étaient dans ces métiers-là, que ce soit marins, que ce soit pour la traversée des marchandises, puisque ça se faisait par la mer essentiellement en fait. Donc on a parlé de ça et de comment justement la mer a servi à un moment d'émancipation. On a parlé des corsaires. C'était très intéressant comme conférence. Et voici donc Frédéric parlait de sa conférence de hier soir. Et donc, il y a du monde dans cette conférence? Oui, ça le comble, quand même. Ça le comble, comme toujours. Mais aussi Frédéric Rijan d'être quand même arrivé. En Guadeloupe, oui. Oui. Bonjour. C'était 13h30. Oui, il est juste 31. 31, on pas en retard. Bon. Alors, Frédéric, merci d'être là, puisque c'est un Frédéric Rijan tout, parce que c'est quoi? C'était la deuxième ou la troisième hier soir? De conférence? Oui. Troisième ou quatrième intervention. Quatrième. Plus alors, sans compter les médias. Sans compter les médias, oui. Alors, très demandé. Alors, on va parler de celle de hier soir, mais il y a une qui s'est faite au Fort Fleur d'Épée, au Fort d'Elgrès avant-hier. Oui. Ouais. Alors, tu peux d'explications nous expliquer, parce que malheureusement, on ne peut pas être partout à la fois. Bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc la conférence au Fort d'Elgrès portait sur la guerre de Guadeloupe et l'indépendance d'Haïti. Oui. Il y a une relation entre les deux. Ah oui, il y a une relation vraiment très forte. En tout cas, le chef de l'expédition Leclerc, donc qui est le beau-frère de Napoléon Bonaparte, lui, il fait la relation. C'est-à-dire que pour lui, les causes de l'échec de son corps expéditionnaire, c'est le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Oui. Il le répète dans 8 lettres.
Ouais, donc c'est pas une fois, c'est 8 fois. Il y a une petite précision que je voulais quand même. En 1794, il y a une première abolition en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Et en Haïti. Aussi. Aussi à la même époque. Aussi, oui. Sauf en Martinique. Voilà. Ouais. L'abolition commence d'ailleurs en 1793 par une décision locale des envoyés de la République, Sontonax et Polverel. Ensuite, le 4 février, la Convention, qui est l'Assemblée qui dirige la France à cette époque-là, élargit cette abolition à toutes les colonies, donc la Guadeloupe, la Martinique, mais ce n'est appliqué qu'en Guadeloupe et en Guyane, parce que la Guadeloupe est reconquise par Victor Hugues, mais il ne s'attaque pas à la Martinique. Mais pourquoi justement en Martinique, il n'est pas appliqué? Parce que l'île est occupée par les Britanniques, et contrairement à la Guadeloupe qui va être reconquise par les troupes républicaines révolutionnaires, la Martinique ne l'est pas. Elle est sous domination. Alors, donc le lionnage entre ce qui se passe en Guadeloupe en 1802 et la suite à la Réunion, en Haïti. Eh bien, en 1802, quand l'esclavage, quand il y a l'expédition Riche-Pense qui va rétablir l'esclavage, en mai 1802, eh bien, la situation à Saint-Domingue, c'est qu'elle est presque pacifiée. D'ailleurs, Leclerc écrit dans une lettre « L'insurrection qui n'était que partielle est devenue générale suite au rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe par le général Riche-Pense ». Donc, quand Leclerc arrive à Saint-Domingue, finalement, il va conserver un certain nombre de seconds de Toussaint Louverture dans leur grade. Dessalines, Christophe... voilà, et puis finalement, ces hommes s'accommodent de cela, sauf que lorsqu'ils voient ce qui s'est passé en Guadeloupe, rétablissement de l'esclavage... Parce qu'il y a une communication, on peut dire, entre la Guadeloupe et Haïti. Tout à fait. Et d'ailleurs, le général Leclerc avait envoyé le général Boudet en Guadeloupe, pensant que le général Boudet arriverait avant Riche-Pense. Et d'ailleurs, l'histoire eût été différente si le général Boudet était arrivé avant Riche-Pense, parce que le général Boudet faisait partie du corps expéditionnaire qui avait aboli l'esclavage en Guadeloupe. Donc c'était pas tout à fait la même sensibilité que Riche-Pense. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces généraux français, c'est que vous en aviez qui étaient plus ou moins favorables à Napoléon Bonaparte, et certains plus ou moins républicains, et Boudet se classait plutôt dans la catégorie de ceux qui étaient venus en Guadeloupe et qui avaient commandé des troupes noires, qui avaient vaincu les Britanniques, et Boudet arrive en Guadeloupe le 29 mai. Ah, il a eu trop tard. Voilà. Donc ça veut dire que l'histoire de la Guadeloupe était différente. Elle aurait peut-être été différente, oui. Enfin, en tout cas, il n'y aurait pas... eu cette guerre. Cette guerre, et certainement qu'il n'y aurait pas eu le rétablissement de l'esclavage, parce que le projet de Napoléon à ce moment-là, alors c'est pas un philanthrope, mais c'était de mettre en place le servage. Alors vous allez me dire, mais c'était quand même différent de ce qui s'est passé, parce que suite à l'expédition Riche-Pense, je pense que Riche-Pense fait l'inverse de ce qu'avaient fait Sontonax et Polverel, qui avaient pris une décision d'abolition de l'esclavage sur eux-mêmes. Et au vu des documents, enfin surtout ce qu'en dit Leclerc, Riche-Pense rétablit l'esclavage de son propre fait. Ah oui, c'est pas un ordre qu'il a reçu de Napoléon. Non, parce que les instructions et les textes en préparation, au moment où, 3 semaines après que Riche-Pense soit parti des ports français, c'est de mettre en place le servage. C'est-à-dire, alors c'est quoi la différence? C'est que l'esclavage, c'est l'esclave appartient à un propriétaire qui peut le vendre, le louer, enfin faire ce qu'il veut. C'est un meuble. Tandis que le système qui était mis en place, d'ailleurs, qui s'appelait conscription de quartier, donc c'était une forme de caporalisation de la population. La conscription de quartier fait que l'ancien esclave était attaché à une plantation, qu'il ne pouvait pas quitter, mais il ne pouvait plus être vendu, il ne pouvait plus être séparé de ses enfants de plus de 14 ans, comme c'était le cas à l'époque de l'esclavage. C'est pas tout à fait... Bon, donc le servage, ça s'approche de ce qui se passait en France au Moyen-Âge, où les paysans étaient attachés à une seigneurie et ne pouvaient pas la quitter. Mais il y avait des seigneuries en Guadeloupe? Non, alors oui, il y a eu quelques seigneuries. Alors au début, quand la Guadeloupe a été colonisée en 1635, il y avait le projet de créer un système féodal à la française. Donc on a créé quelques seigneuries, par exemple le marquisat d'Ouelbourg,
Voilà. Le comté de Loéac, le marquisat de Brinon, mais il y a eu seulement 4-5 seigneuries qui ont été créées. Puis finalement, ce qui a prévalu, c'est un système de propriété. On peut presque même dire que la propriété foncière a été créée en Guadeloupe, en Martinique, dans les colonies. Parce qu'à la même époque, on ne peut pas parler, dans les seigneuries françaises, on ne peut pas parler de propriété, mais de possession. Oui. Exemple, la seigneurie. Donc le seigneur, il est maître de l'ensemble d'un ensemble de terres, mais le paysan a une tenure. Et cette tenure, il peut la transmettre à ses enfants. Mais il doit des droits au seigneur en tant que plutôt que possédant. Oui. En fait, il y a une double possession de la terre. Et la Guadeloupe, la Martinique, vont être vraiment le laboratoire de la propriété privée. Il y a un historien de la Révolution qui explique que la propriété privée, finalement, la propriété privée foncière, naît avec la Révolution et avec la disparition des droits seigneuriaux qui faisait qu'un même territoire était sous la domination à la fois du tenancier, qui pouvait la transmettre à ses enfants, mais aussi du seigneur qui pouvait exiger des redevances sur cette terre. Alors, Frédéric Rijan, je ne sais pas si c'est une polémique, mais je pose la question. Quelquefois, j'ai cru comprendre que ce qui s'est passé en 1802, on parle de la guerre de Guadeloupe. Quelquefois, on dit que ce sont des événements, c'est une révolte, etc. Comment l'historien que vous êtes qualifie cette période de mai 1802 en Guadeloupe entre les troupes napoléoniennes et les troupes de Delgrès-Signas, etc. Déjà, l'état-major de Richepont s'appelle ça guerre de Guadeloupe. C'est la campagne de Guadeloupe, c'est la guerre de Guadeloupe. Il n'y a pas de... C'est une guerre, il y a des combats, il y a vraisemblablement 2 à 3 000 morts lors des combats. Donc oui, c'est une guerre à échelle réduite, mais c'est... Alors, autre question qui se pose, c'est le nombre de personnes qui meurent avec Delgrès au Matouba. On dit 300, quelquefois j'entends 350. Alors, le rapport du chef d'état-major, donc l'adjudant général Ménard, dit qu'il y a eu entre 300 et 500 morts. Ah, entre 300 et 500 ? Oui. D'accord. Alors, après, il ne faut jamais oublier qu'un chef d'état-major a tendance toujours à gonfler les pertes de l'ennemi. Oui. Mais bon, s'il a mis 300 et 500, ça veut dire que c'était pas, il n'y a pas 3 personnes qui sont mortes là-haut. Donc, non, mais ça a dû être un sacré carnage. Parce que à cette époque-là, ce qui tue le plus, c'est l'arme blanche. C'est pas les boulets, vous savez. Les boulets, ils n'explosent pas à l'époque. Un boulet, ça rebondit. En gros, la fonction du boulet, c'est comme la boule dans un jeu de quilles. C'est pour ça que l'artillerie n'est pas utilisée quand le sol est humide. Parce que si vous tirez votre boulet, boum, il tombe. Alors, faut que la personne ait de la malchance pour qu'il lui tombe dessus, mais ils s'enfoncent dans le sol. Comment Delgrès et compagnie, ils sont morts, alors c'est avec quoi? Mais ils avaient de la poudre, donc ils ont fait exploser cette poudre dans un endroit clos, donc du coup ça multiplie la force de l'explosion, mais il devait avoir une sacrée quantité de poudre, parce que pour tuer 300 personnes... alors, autre chose. Alors, juste pour préciser, pourquoi il y avait autant de poudre? Parce que dans les plans de défense de la Guadeloupe, en cas d'attaque anglaise, le plan, c'était d'abord de les empêcher de débarquer. Une fois qu'ils avaient débarqué, essayer de tenir le fort. Mais bon, le fort Delgrès, si vous regardez, c'est pas intéressant parce que il y a des hauteurs tout autour du fort. Vous mettez des canons. En gros, vous n'avez pas un avantage. L'avantage d'être en fort, c'est d'être en surplomb par rapport à vos adversaires. Et donc, c'est une souricière, le fort Delgrès. Et donc, la suite du plan, c'est de se réfugier dans les hauteurs à Matouba, où là sont stockés des vivres, des pièces d'artillerie et des munitions, et c'est pour ça qu'il y a autant de munitions qui lui permettent de s'exposer. Déjà là. Alors, autre chose, Frédéric Rijan, Solitude a existé ou pas? Oui. Oui, elle a existé. C'est pas un personnage romanesque, simplement? Alors, c'est les deux. C'est un personnage historique et un personnage romanesque. Ce matin, j'étais au lycée de Gissac, justement, pour répondre à cette question, solitude, mythe ou réalité. Oui, c'est d'abord une réalité. Mais alors, ce que l'on sait, c'est un historien qui s'appelle Lacour, c'est un blanc créole, qui écrit une histoire de la Guadeloupe en 4 tomes entre 1855 et 1860. Et c'est quelqu'un qui est très documenté. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'il parle de quelqu'un, j'ai fini par les retrouver dans les archives. Alors, bon, sauf Solitude que j'ai pas retrouvé. Oui, justement, on trouve pas Solitude. Mais c'est pas, mais c'est pas une invention.
Mais ce que l'on dit ce qu'en dit la Cour, c'est que la Cour est quelqu'un qui naît peu de temps après 1802 et qui a rencontré des témoins. Oui. Et il y a des archives aussi. Oui, voilà, il y avait des archives. Il était magistrat. Et donc, la Cour a certainement rencontré, parce que le témoignage qu'il livre, c'est qu'il y avait 80 prisonniers blancs dans le camp de Palerme à Dolé, et parmi les gens qui surveillaient les prisonniers ou qui accompagnaient les rebelles, il y avait Solitude. Et donc, il raconte que Solitude, un jour, embroche un lapin qui s'était échappé, elle monte le lapin aux prisonniers, et leur dit vous inquiétez pas, ça va bientôt vous arriver. Et donc, ça, c'est pas quelque chose d'écrit. Ce sont ces prisonniers qui ont donné ce témoignage, et la Cour a recueilli ce témoignage. Maintenant, dans ce que dit la Cour, il dit aussi qu'elle a été condamnée à mort, mais qu'on a retardé son exécution parce qu'elle était enceinte, et qu'elle a été exécutée après l'accouchement le 20 novembre 1802. Et donc ça, la Cour, ça, il a dû le voir dans les archives judiciaires, qui malheureusement, soit ont disparu, ou soit, je sais qu'il y a des archives qui sont à la prison de Basse-Terre. Enfin, il y a encore des documents. Il y a eu l'incendie du palais de justice. Il y a peut-être des endroits où on peut trouver des documents. En tout cas, la Cour est une source très fiable. J'ai un exemple. Il a parlé du document rétablissant l'esclavage, alors qu'on ne le retrouvait plus dans les archives. On l'a retrouvé dans les archives il y a seulement même pas 15 ans. Lui, il l'avait cité dans son œuvre. Donc voilà, c'est pas... vous voyez, c'est comme si Régent vous dit il y a 20 ans, j'ai rencontré Danik Zandvonis et puis on a parlé de ça. Voilà, on pourra se dire, c'est quand même une source fiable. Donc elle a existé. Maintenant, après, le roman... c'est de la fiction littéraire, c'est de l'invention. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans le roman qui sont improbables par rapport à la condition de mulâtresse. Déjà, quand dans le roman on nous dit qu'elle est née du viol d'une esclave sur un bateau, alors que les esclaves se fassent violer sur les bateaux, c'est documenté. Il y a des capitaines de navires qui écrivent « Ce soir, j'ai fait venir 2 négresses dans mon lit et j'en ai abusé. » Enfin, voilà. Donc, ça... il n'y avait pas de mytho à l'époque. Oui. Et et y compris pour les femmes blanches, d'ailleurs. C'est la condition de la femme, c'est pas très bon à cette époque-là. On a quand même fait des progrès, même s'il reste des progrès à faire. Mais la possibilité de tomber enceinte dans le cadre de la cale du navire, vu le traumatisme que c'est, vous voyez, c'est un peu comme les femmes des camps de concentration, enfin, quasiment pas qui tombent enceintes. Donc déjà, cette probabilité-là est quand même faible en termes fictionnels. Le fait qu'elle soit marronne, ce qui est écrit dans le roman, là aussi c'est faible. Statistiquement, la majorité des marrons sont des hommes. Et dans cette majorité, ce sont plutôt des Africains, des esclaves nés en Afrique. Donc pas et ceux qui marronnent le moins, ce sont les métissés. Donc vous voyez, là aussi, deuxième improbabilité. Troisième improbabilité, donc on dit qu'elle est née sur une plantation. Or, la Cour nous dit que la mulâtresse Solitude venait de Pointe-à-Pitre. Et donc, la mulâtresse Solitude était probablement, je pense, parce que la plupart des métissés des villes, c'était des libres de couleur. Donc, voilà. En termes de probabilité, maintenant, il y a des esclaves mulâtres en ville, mais vraiment très rarement. Mais donc, on sait que de toute façon, c'est de la création fictionnelle pure. C'était mulâtre ou Ignace, c'était mulâtre. Oui, voilà, justement. Voilà. Alors, autre chose, une autre question avant de donner la parole tous les officiers de 1802 sont mulâtres, voire même, encore plus clair de peau que ça, métis comme Delgrès, qui a 3 grands-parents blancs et 1 grand-parent noir. Il y a eu un général d'Estrélan. Alors là, vous me posez une colle, ça me dit... J'ai entendu ça samedi dernier, une commémoration, pareil qu'un général d'Estrélan qui en 1802, au Matouba, a exécuté, parce qu'on a trouvé un arbre près de l'Anglemont, là, où ce général d'Estrélan aurait assassiné, enfin pendu des dizaines et des dizaines. Alors, dans l'état-major du corps expéditionnaire, il n'y a pas d'Estrélan. Il n'y a pas d'Estrélan. Ce nom-là, tu ne l'as jamais rencontré? Ah non, je ne l'ai pas rencontré. Après, il y a des d'Estrélans propriétaires de plantations, justement, mais c'est ici, à Bémao. Dans cette région ou dans le sud?
Non, dans cette région, oui. Dans cette région. Là où se trouve l'actuel Destreland. Mais là, non. Enfin, moi, dans l'état-major, donc il y a Gobert, il y a Ménard, il y a Richepens, il y a Delacroix. Là, ça me... Il y a Crabé, enfin bon, bref, c'est pas un nom, il y a Cérizia, non, Destreland, il y a d'autres Destreland dans l'histoire, mais là, celui-là, bon. Après, si on peut me montrer le document, il n'y a pas de souci. Moi, si j'ai entendu ça, j'ai dit, je pose... Oui, bon, alors, on entend beaucoup de choses. Hein. Alors, hier soir, Humanité à la conférence, question à l'historien. Question à l'historien, d'accord. Alors, on a parlé des conditions en fait, de transport des personnes soumises en esclavage. Moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur du coup, l'impact que ça a pu avoir sur l'aspect psycho, on va dire, social de ces personnes. Et comment, actuellement, c'est encore le cas quelles sont les traces qu'il peut y avoir liées à ça, en fait, à cette... Est-ce qu'il y a des séquelles? Oui, mais là, c'est plutôt à des... C'est pas ma matière, ça. C'est plutôt à des psychologues, des psychiatres. De votre point de vue, en tout cas. Il faudrait poser... forcément, il y a des séquelles. Enfin, c'est indéniable. La société de plantation, avec le préjugé de couleur, avec les distinctions entre couleurs, a créé ce que nous sommes. Enfin, dans une société où... les gens métissés sont plus affranchis que les gens noirs, finalement, les gens finissent par conscientiser que le fait d'être clair de peau vous donne plus de possibilités dans la vie. Et d'ailleurs, alors, justement, je travaille parfois avec des psychanalystes ou des psychologues du travail. Il y a une psychologue du travail qui avait fait une étude sur les ouvriers en Guadeloupe à notre époque, et en les interrogeant, ils disaient ouais, moi dans ma famille j'étais le plus noir. Mes parents ils disaient au plus clair de peau, travaille, fais tes devoirs, et moi j'attachais les bœufs, je faisais la vaisselle, donc les tâches ménagères étaient affectées. Le colorisme. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est un héritage direct de la société esclavagiste et des phénomènes d'affranchissement dont bénéficiaient plus largement les gens métissés que les gens noirs. Même par rapport aussi à l'attitude au travail. C'est-à-dire que l'esclave qui doit travailler gratuitement, le maître, pour éviter de dépenser de l'argent pour le nourrir, lui donne le samedi, ce qu'on appelle le samedi nègre ou le samedi jardin, pour cultiver un jardin. Et du coup, l'esclave est quand même plus motivé de cultiver ses patates douces, son manioc. C'est la naissance du jardin. Ses ignames, exactement. Donc, vous voyez, ça c'est des séquelles et héritages que de travailler pour le maître. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit encore, peut-être de moins en moins, mais qu'on voyait encore aujourd'hui dans nos sociétés. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, je connaissais un gars que je ne veux pas citer, qui était mécanicien dans une concession auto. Et bon, le patron se plaignait de tous ses employés en disant « Ouais, ils ne travaillent pas beaucoup, ils sont en retard, ils volent des pièces. » Enfin bon, bref... Et le soir, ce même individu, quand il travaillait pour lui, il faisait ça impeccable. Et donc, c'est cette différenciation entre le travail pour autrui et le travail pour soi. C'est pas que les gens sont pas paresseux, mais je pense qu'il est resté quand même quelque chose de l'esclavage, travailler pour un autre et regarder les modèles de réussite finalement économique. L'hôtellerie collective où les gens sont salariés dans l'hôtel, c'est vraiment, ça a beaucoup de difficultés. Il y a une étude là-dessus. Et le gîte individuel, familial, ça fonctionne très bien. Donc oui, et là pour le coup, je vous dis, il y a une étude qui a été faite par une psychologue du travail sur ces questions. Vous avez parlé, excuse-moi, de hier justement, plus en lien avec la mer, des marrons de la mer. Est-ce que vous pouvez un peu développer cet aspect en fait de la vie en fait des personnes soumises en esclavage, que c'est un moyen d'émancipation en fait, la mer aussi? Oui, donc en 1833, applicable en 1834, l'esclavage est aboli dans les colonies britanniques. Donc il est aboli en Dominique, il est aboli à Antigua, il est aboli à Montserrat, il est aboli à Anguilla près de Saint-Martin, il est aboli à Sainte-Lucie. Et donc les esclaves, sachant que l'esclavage est aboli pas très loin, ils prennent la mer. Il doit aussi y avoir des filières de fuite. C'est un moyen aussi, je pense, pour des marins
esclaves de gagner de l'argent. Et on estime qu'il y a environ 5000 esclaves qui auraient quitté la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane. De la Guyane, ils allaient à Trinidad, qui était britannique, pour échapper à l'esclavage. Alors c'est des chiffres quand même, 5000 sur 135 000 esclaves, c'est quand même un chiffre significatif de fuite. On n'est pas loin de la proportion des dissidents pendant la Seconde Guerre mondiale, ces résistants guadeloupéens ou martiniquais qui ont fui en Dominique pour se rallier à la France libre. Donc voilà, c'est des marrons de la mer. Alors je voulais dire, il y a une expression ici, on travaille pour blanc là. Oui. Alors est-ce que ça remonte? Ah oui, complètement. Pour moi, oui. Travail à blanc là, c'est dire. Puis il y a l'autre expression, nec pas qu'à commander neg. Oui, aussi. Alors c'est compliqué parce que... On a presque terminé. Frédéric, il faut absolument que je t'entende là-dessus. L'esclave ou soumis à l'esclavage? Bon, moi je dis esclave, oui, parce que c'est dans les sources, déjà, c'est la manière. Puis c'est quand même c'est ce qui est écrit. Et pour moi, je ne considère pas que le fait de dire esclave, c'est une insulte. Esclave, c'est un statut juridique. Donc les personnes qui sont réduites en esclavage sont soumises à un statut juridique. Pour moi, le terme d'esclave, c'est un terme... Une insulte à la mémoire juridique. Des ancêtres Mais c'est pas une insulte. Et moi, au contraire, je trouve que esclaviser, je trouve que c'est euphémiser le phénomène. Le phénomène est violent, il est brutal, et donc il faut l'employer, enfin comme on dit, il faut appeler un chat un chat. Oui. Et alors, bon, ok, alors on n'emploie plus esclave, mais quand on parle des libres de couleur qui sont dans une situation juridique d'infériorité. On va employer quoi? Les colorisés soumis? Enfin, vous voyez, ou les soumis aux préjugés de couleur. Bon, vous savez, c'est des débats, c'est bien d'avoir ces débats, c'est bien de s'interroger sur les termes. Mais en tout cas, dans les sources historiques, une chose ne changera pas, c'est qu'il y aura toujours les termes esclaves, nègres, mulâtres qui seront dans les sources. On peut pas, on peut pas l'effacer. Maintenant, l'historien, il utilise les termes qui sont dans les sources, avec des guillemets, avec toutes les précautions... Alors, dernière question, et je te libère. Le vieux débat qui revient chaque année, oui, je pense qu'il faut l'enlever fort d'Elgas ou pas? Déjà, premièrement, il faudrait savoir, est-ce qu'il y a encore? Oui, bonne question. Voilà. Est-ce qu'il reste des os? Est-ce qu'il reste, enfin, il y a le tombeau, il y a le tombeau. Ah bah, il ne reste plus grand-chose, là. Ouais. Voilà. Alors, bon, moi, je suis plutôt favorable à ce que le tombeau, même tel qu'il est, reste. Il ne s'agit pas de le restaurer, il ne faut pas déconner non plus. Mais je crois qu'il y a une plaque qui a été mise, expliquer... ce qui est riche, je pense. Je vais citer une anecdote. Une fois, je croisais, juste après l'une des grosses destructions du tombeau de Richepense, quelqu'un qui me dit « Ouais, Régent, je suis allé avec mon fils pour cracher sur le tombeau de Richepense. » Et moi, je lui ai dit « voyez, comme le tombeau est là, on peut aller cracher dessus. » Non, mais je pense qu'il ne faut pas gommer Richepense complètement de l'histoire et que son tombeau, tel qu'il est là, délabré, avec une explication pourquoi c'est délabré, je pense que c'est... Voilà. Après, on peut faire des fouilles pour voir s'il y a des os. Puis après, s'il y a quelqu'un qui réclame les os... Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait quelque chose à l'intérieur du caveau. Qu'est-ce qu'il y a en production bientôt? Alors, en production bientôt, donc le prochain livre, ce sera un livre sur la correspondance entre Toussaint Louverture et Napoléon Bonaparte. Ouais. Donc... alors c'est intéressant parce qu'au début ça commence plutôt bien entre eux. Par exemple, Napoléon Bonaparte signe une lettre en écrivant affectueusement. Les enfants de Toussaint Louverture qui au même moment sont en France prennent le goûter chez Joséphine. Napoléon Bonaparte va même recevoir les enfants de Toussaint Louverture, comme dans son bureau. Et donc et essayer d'expliquer. Et aussi, ils ont quand même deux trajectoires assez semblables. C'est-à-dire, c'est des gens qui, au mieux, Toussaint Louverture, au mieux, il aurait fini libre de couleur avec une plantation de 10 esclaves. Napoléon Bonaparte aurait au mieux fini capitaine d'artillerie. Et l'un comme l'autre sont devenus des chefs d'État. Et surtout, l'un comme l'autre sont aujourd'hui des mythes. C'est-à-dire que l'un est considéré comme l'un des blancs les plus importants de l'histoire et l'autre comme l'un ou le noir le plus important de l'histoire. Voilà. Et sinon, dans l'actualité immédiate, à 18h... Oui, je crois, c'est à 18h. Je suis à la salle Mariani, au gymnase Mariani à Capesterre, pour parler d'un autre thème
si on se lance là-dedans, il faudra de gros débats sur religion et laïcité en Guadeloupe. Merci, monsieur Frédéric Rijan, historien français, on m'a dit, mais je me dis historien guadeloupéen. Voilà, on a... Français et guadeloupéen. Moi, ça, nous sommes guadeloupéens. C'est comme Cicéron, il disait, j'ai deux patries, mon petit village et Rome. Voilà, moi j'ai deux patries, la Guadeloupe, la France. Alors, on a reçu un début de ce ZCL, Richard Saint-Sylvie qui t'envoie le bonjour. Il me salue de la part. Ensuite, Johanna Glass nous a parlé du 80e anniversaire du journal Nouvelles Étincelles. C'est le doyen de la presse guadeloupéenne. Et puis, on a terminé avec Frédéric Rijan qui a fait un petit focus un petit peu sur ces conférences. Et c'est pas fini puisqu'il y en a encore une ce soir à Capesterre. Rapidement, Iman, les news. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé des pharmacies qui ont baissé leur rideau aujourd'hui. Il faut quand même savoir qu'il y a 6 pharmacies réquisitionnées. Vous pouvez trouver la liste sur Internet. On a aussi parlé du conseil local donc, sur la prévention de la délinquance juvénile qui s'est déroulé sur la commune de Pointe-à-Pitre. Il était aussi question de l'inauguration du panneau Mar Grand Maison à Sainte-Anne. Et on a vu aussi l'inauguration du stade de Gourbert. Donc, en hommage à M. Cassagne. Donc voilà pour les titres de l'actualité. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est déjà pratiquement 14h, 13h59. Merci à tous. On se retrouve demain à la même heure pour une autre série d'émissions. Le ZCL avec Iman. Et Danick. Bon, merci Frédéric. Merci ça. C'était le bouquin, je tenais à le présenter une dernière fois, le bouquin de Richard Saint-Sylvie. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.